cette nouvelle capsule, être en relation, être aimé, s'aimer et être aimé. Aujourd'hui, on va regarder la construction de soi à l'origine. Et pour cela, je vais utiliser l'extrait d'un film L'Odyssée de la vie qui est sorti en 2005. Le réalisateur est Nils Tavernier, la distribution est Jacques Perrin. Ce film dure à peu près 1h15 et se trouve sur YouTube si vous tapez L'Odyssée de la vie. J'en ai pris un extrait pour y mettre des commentaires pour réexpliquer la construction du soi à l'origine. Je vous souhaite une très belle vision de ces 6-7 minutes de vidéo. Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile
pour 9 mois. Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de 2 poches remplies de liquide. Une incroyable cascade de transformation l'agite. Cela commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces 2 bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent. Le système circulatoire du sang s'ébauche. Au fur et à mesure de sa croissance, l'embryon ressemble d'abord étrangement à un poisson, puis un peu plus tard, à un batracien et enfin à un reptile. Tout cela est dans l'ordre des choses. L'embryon humain en formation passe par toutes les étapes de l'évolution des espèces. Il lui reste même encore une queue, qu'il perdra bientôt. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa propre construction. Bien évidemment, on va repartir de la naissance après cette vidéo magnifique sur l'Odyssée de la vie. Et la naissance représente la première rupture. C'est une rupture de lien et la rupture de complétude. Rupture de complétude à travers la coupure du cordon ombilical où le bébé fait l'expérience de respirer par lui-même et de ne plus avoir ses besoins nourris instantanément. Donc il y a une naissance aussi de la gestion de la frustration. Le développement psycho-affectif de l'enfant, on va utiliser John Bowlby, qui est un psychiatre et un psychanalyste, et qui a été inspiré aussi des travaux de Donald Winnicott, psychanalyste, sur le développement des théories de l'attachement qu'il a créé en 1958. C'est pas très jeune. Dès la naissance, le bébé va développer une sensibilité particulière avec ses donneurs de soins, à travers la voix, caresses, visage et odeur. Je voudrais juste rappeler que cette sensibilité, il peut aussi la créer dans le ventre de sa mère. C'est pour ça que des choses comme l'aptonomie, ou quand vous voyez, vous caressez le ventre et que le bébé donne un coup de pied, c'est qu'il donne une réponse à l'interaction que l'on veut créer avec lui. Donc l'enfant a besoin dès sa naissance d'établir un contact social. C'est un besoin vital. On va le voir un petit peu plus loin. L'enfant va donc créer un lien avec là où les personnes qui lui donnent à manger et prennent soin de lui. C'est dans les 3 premiers mois que se créent ces liens. Et il papillonne dans ces liens. C'est-à-dire que dans les 3 premiers mois, l'important c'est d'être en lien et il n'a pas encore choisi le lien premier. En 1946, dans des orphelinats roumains, René Spitz développe la théorie du lien rompu. Et il met en évidence que le bébé a besoin de se nourrir et d'être en relation affective. Il met en évidence que le bébé a besoin de se nourrir et d'être en relation affective pour rester en vie. C'est-à-dire que c'est vital. C'est-à-dire qu'au bout de ces 3-4 mois, le bébé va choisir une personne avec laquelle il sera en lien affectif premier, avec un investissement affectif très fort. Le lien devient tellement fort que si vers 7-8 mois, le lien est rompu brutalement,
le bébé peut passer par 3 phases. Donc rompu brutalement, ça veut dire très brutalement une journée, une semaine, ou de manière répétée et pas ajustée. La première phase, c'est que le bébé va être en recherche de contact avec la personne avec qui il a créé ce lien si particulier. La deuxième phase, c'est que il y a une inquiétude et une angoisse, et ça va passer par des gémissements et même un arrêt du développement. Arrêt du développement, ça veut dire arrêt des mouvements, arrêt du développement psychomoteur, arrêt du développement psychique. Et il va passer dans un mode refus de contact et arrêt du développement moteur. C'est ce qu'on appelle la dépression anaclitique. Si le lien est rompu, dure trop longtemps ou est trop répété, et que les carences affectives se prolongent et se répètent dans les 18 premiers mois de la vie, ça peut aller jusqu'à un enfant qui ne mange plus, et c'est ce qui explique l'anorexie, l'origine de l'anorexie, et l'enfant ne bouge plus et régresse. C'est pour ça que quand vous allez voir le pédiatre, on regarde souvent le poids de l'enfant et comment il progresse et comment il se développe. C'est ce qui nous permet de savoir si l'enfant se développe bien et s'il n'y a pas de carence. Donc dans la deuxième étape, l'enfant ne bouge plus et régresse, et ça peut aller jusqu'à ce que l'enfant se laisse mourir. C'est ce qu'on appelle l'hospitalisme. En éthologie, chez les animaux, il y a une différence, c'est que par rapport à l'être humain, quand les animaux naissent, ils sont construits complètement et ils ne sont pas aussi fragiles, puisque les quadrupèdes, dans les quelques premières minutes, se mettent debout et sont capables de manger. Ils sont peut-être pas capables de chasser, mais en tout cas, la différence dans les stades de développement est un peu différente. Ceci étant, Konrad Lorenz a développé la théorie de l'empreinte. Chez les oisillons, c'est à l'éclosion de l'œuf que va se fixer le premier lien d'attachement, avec la première figure présente. Et en fait, l'oisillon va suivre la première figure qui se présente à lui. Donc c'est une fixation chez les animaux irréversible et qui dure sur le long terme. Harry Harlow a développé une autre théorie chez les singes, qui sont bien plus proches de l'homme, et il expérimenta la relation d'attachement donc avec les singes. Il remplaça la mère par 2 ersatz, une mère en fil de fer rigide et froide avec un biberon, et une mère douce en coton doux, comme vous le voyez sur la photo. Et il s'aperçut de 2 choses. L'expérience démontra que le primate allait vite boire le biberon de la mère en fil de fer, et qu'il passait après des heures contre la mère en chiffon doux. Le toucher est plus fondamental que la nourriture, à condition qu'il soit interactif et qu'il y ait une volonté consciente. Et que même accompagné de la mère en coton, il constata les retards de développement chez les singes. Et dans ce constat, il a observé que ça va générer des comportements dépressifs, apathiques, passifs, présentant des stéréotypies et des conduites d'auto-agression. L'expérience a été cruelle, certes, et elle a permis de démonter la théorie de Freud sur le besoin des parents pour être juste nourris. C'est pour ça qu'il est important de regarder aussi Donald Winnicott sur les objets transitionnels, qui en fait, l'objet transitionnel permet de garder le lien jusqu'au retour de la personne que l'on a choisi d'investir affectivement de manière exclusive. Le doudou, le biberon, la tétine, une étiquette, etc., etc. Pour les adultes que nous sommes, l'objet transitionnel existe aussi. Ça peut être un vêtement de l'autre, ça peut être une odeur, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être la nourriture, qui peuvent faire office d'objet transitionnel pour réduire l'angoisse d'abandon.
Nous ne sommes pas égaux face aux expériences de dépression anaclétique que nous pouvons revivre dans différentes étapes de vie. Et je vous en donne quelques-unes. La perte d'un être cher, un parent, un ami, la perte d'un emploi, un accident, une rupture amoureuse, une maladie, une relation à distance, la perte d'un enfant, le nid vide. Le nid vide étant les enfants qui quittent le domicile parental et en fonction de l'investissement des parents auprès des enfants, il y a le syndrome du nid vide. Et j'ai oublié de noter le départ en retraite qui peut aussi vous faire une expérience de dépression anaclétique. Mon expérience personnelle a été mon accident en 2019 où seul enfermé en moi-même, attaché, sous respirateur, sans possibilité de communiquer puisque la mâchoire était bloquée, puisqu'elle était fracturée. J'avais très peu de contact physique avec un investissement affectif. C'est-à-dire que le personnel soignant, bien évidemment, prenait de soin, mais il n'y avait pas d'investissement affectif. C'est pas leur job. Et en fait, ce sont les dessins de ma nièce que je regardais en permanence, la balle de golf de mon ami Romain et la voiture de mon ami Yann, qui m'ont permis de tenir et de dépasser ce stade qui a été extrêmement douloureux et difficile. Si on revient sur les polarités, faire, et vous comprendrez facilement l'engagement de la personne qui est dans le faire, puisqu'elle a peur de perdre la relation. Elle objectise l'autre parce qu'elle a choisi l'autre comme investissement affectif primaire. Elle y met de la vitesse parce qu'à un moment, il y a besoin de ce contact-là. Elle peut souffrir du manque si le contact et l'interaction affective n'est pas suffisante. Elle peut être capable de souffrir parce qu'elle retient en elle suffisamment d'éléments intégrés dans la relation affective pour être capable de vivre le manque. Simplement, s'il y a trop de manque et trop de souffrance, elle va couper définitivement, tout simplement parce qu'elle choisira de s'investir dans un autre être primaire en lien d'affectif. Dans l'être, la peur de l'engagement, c'est évidemment des mauvaises expériences, comme je l'avais précisé dans la dernière capsule. Mauvaise expérience, ça peut être aussi une mauvaise expérience de la dépression anaclétique ou de mauvaises expériences en termes de rupture amoureuse. Donc cette personne peut avoir, comme un nouveau-né, l'envie de papillonner 3 mois dans les relations. Peur de s'engager, donc peur de se présenter à son entourage avec le rejet qu'on verra plus tard. Donc beaucoup de relations à court terme, c'est effectivement le papillonnage de relations. Besoin de contrôler le rythme, c'est que avant de s'engager, la personne a besoin de peut-être plus de temps pour être sûr que l'engagement ne soit pas douloureux. La peur de la perte, l'angoisse d'abandon. Et peur de faire des projets à long terme, c'est la peur de s'investir complètement dans une relation. Mon regard sur les enjeux d'attachement, c'est mon regard, ça n'engage que moi. Toute personne, vu ce qu'on a vu précédemment, peut être investie affectivement par un nouveau-né. Que ça soit un homme ou une femme, à condition d'être présent et de s'investir affectivement également. Donc le bébé va s'investir et la personne adulte elle nécessite de s'investir pour que la relation porte ses fruits dans les stades du développement du nourrisson. Et ça nourrira aussi la personne qui s'investit affectivement avec ce nourrisson. C'est pour ça que ça soit un couple homosexuel ou hétérosexuel, c'est pas un problème, puisqu'on parle d'investissement affectif. Et le bébé fait pas la différence à cet endroit-là, le nourrisson. Pourquoi un couple ? Pour permettre une co-soutenance. C'est-à-dire que si on est deux, à un moment, l'un peut soutenir l'autre qui soutient et qui s'investit affectivement. Donc une forme de répartition des tâches
et c'est plus facile à vivre. C'est pour ça que la PMA et la GPA, de mon regard, ne sont pas un problème, puisque on l'a vu que le bébé, c'est dans les 3 premiers mois qu'il pète-pionne avant de s'investir affectivement. Donc on pourrait dire que dans le cadre d'une GPA, c'est important que le bébé, le nourrisson, soit investi par ses parents adoptifs avant les 3 mois. Mon autre regard sur les enjeux d'attachement, c'est de bien regarder comment nous nous ajustons à nos besoins de contact. Quand je dis ça, c'est est-ce que nous nous investissons plus affectivement les autres qui nous investissent et de trouver cet équilibre d'investissement. De prendre conscience de nos besoins primaires qui vont au-delà d'un simple contact. C'est aussi ce que certaines personnes ont pu vivre pendant le confinement et certains enfants, c'est le manque de contact et le manque d'investissement affectif. Tout dépend de ce que vous avez vécu pendant le confinement, si vous étiez seul ou pas, et s'il y avait du contact ou pas. Mais simplement le contact investi affectivement, conscient, donc un câlin, un hug suffisamment long pour se nourrir est extrêmement important et vital. S'investir et être investi dans une relation est nourrissant et nécessaire à notre développement. Même en tant qu'adulte, c'est nécessaire à notre développement, c'est ce qui permet de se sentir bien, d'avoir de la créativité, d'avoir la possibilité de faire les choses, de dépasser les épreuves. C'est extrêmement important de s'investir et d'être investi dans une relation. Est-ce que nous sommes suffisamment en contact physique et affectif ? C'est tout l'enjeu et c'est important de se poser la question de est-ce que nous sommes suffisamment en contact ? C'est ce que j'ai pu découvrir dans mon accident à l'hôpital, ce besoin d'être en contact physique et d'investir affectivement une personne ou plusieurs et de déterminer peut-être la personne avec laquelle on a envie de s'investir affectivement. Suis-je suffisamment soutenu pour aller vers du nouveau ? C'est un peu ça l'enjeu de l'investissement dans une relation. S'investir dans une relation et être investi dans une relation, créer cette énergie qui nous permet d'aller découvrir et au contact du nouveau. Posez-vous la question de comment vous arrivez à maintenir des projets ou à dépasser des choses que vous n'avez jamais faites. Il y a besoin d'une certaine sécurité et parfois, pour certaines choses, j'ai besoin de soutien et de la présence d'une personne pour dépasser les choses. Et puis, sur certaines choses, je peux les faire seul. Donc c'est la question de que suis-je capable de faire seul et quand ai-je besoin d'autre ? La prochaine capsule, on va regarder l'enjeu de l'estime de soi et la relation de l'enfant avec ses parents. Merci et je vous dis à la prochaine capsule.